BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Benoît Lombard, bonjour. Bonjour Cédric. Associé gérant de Vitam MFO, régulièrement à nos côtés pour ausculter ce monde patrimonial. Et saison oblige, on fait un petit bilan 2020 de cette gestion privée et on commence, comme presque de façon obligatoire en France, par parler fiscalité. On va parler fiscalité, mais juste un petit mot avant. On va quand même parler aussi d'un taux d'épargne record des Français. Et oui. Et oui, plus 27% par rapport à 2019, on a plus de 180 milliards d'euros d'économie des Français, on avait 147 milliards l'année dernière. Alors, où va cette épargne? Alors, fiscalité, bien sûr, puisque les réformes voulues par le président de la République en 2017, avec l'instauration de la flat tax, d'une part, ce qui donne une lisibilité pour tous les produits d'investissement, d'une part, et puis aussi qui permet de remettre, comme on dit, la fiscalité à l'endroit, c'est-à-dire que c'est moins la fiscalité qui va gouverner l'investissement que le sous-jacent de cet investissement. Eh bien, cette flat tax a été extrêmement positive. Lisibilité, je rappelle que la flat tax c'est 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Eh bien, cette flat tax qui s'applique aux plus-values de cession dans l'immobilière, qui s'applique aux dividendes, qui s'applique aux coupons d'obligations, eh bien, cette flat tax a rapporté de l'argent à l'État. Là où elle devait coûter 60 millions, elle a rapporté 410 millions d'euros. Là, Jean-Baptiste. Donc le bilan est... c'est Jean-Baptiste Say, c'est le 18e siècle. Un impôt exagéré tue l'assiette qui porte justement cet impôt. Là, on retrouve évidemment trop d'impôts tue l'impôt. Bravo pour la flat tax, bravo aussi pour l'IFI, puisque l'IFI donne une lisibilité. Je préférerais qu'il n'y ait plus du tout d'impôts. Donc sur la fortune, puisque c'est une singularité française, là où la France a toujours le plus fort taux, deuxième record, le plus fort taux de prélèvement obligatoire, non seulement en Europe, mais dans le monde. Plus de 45%, c'est énorme. 2 fois plus que les États-Unis. Choix politique donc sur la fiscalité, choix politique aussi avec la loi Pacte et 2020 qui était notamment l'année du PER, la première année entre guillemets pleine du PER. Exactement, la première année du PER. C'est quoi le PER? C'est le plan d'épargne retraite qui a accouché d'une co-construction entre 2017 et 2019, puisque en avril 2019 le PER a été créé. C'est quoi? C'est un produit universel. C'est un produit qui permet en son sein d'avoir différentes sous-catégories, on ne va pas rentrer dans les détails, mais de réunir toutes les enveloppes qui visent à constituer une cagnotte. Pour quel moment? Pour le moment du départ à la retraite. Et surtout, le PER offre donc aussi une simplicité, puisqu'il y a une portabilité. Vous pouvez avoir un contrat Madelin, qu'on était indépendant auparavant. Vous pouviez avoir un plan d'épargne retraite populaire lorsque vous étiez salarié. Eh bien, vous pouvez tout apporter dans ce PER. Et puis, en fonction de vos mutations professionnelles, en fonction, bien évidemment, d'un monde qui change, qui évolue, eh bien, vous pouvez partir avec votre enveloppe, quel que soit le régime, j'allais dire social, sur lequel vous êtes assujetti. PER a aussi un avantage fondamental, sur lequel personnellement je me suis battu à l'époque, c'est le fait d'avoir la faculté de pouvoir sortir en capital, rente ou capital. Oui. Pas uniquement de la rente comme c'était le cas avant, ce qui obnubilait les Français. La liberté aux Français de choisir au moment où ils partiront à la retraite. Donc, et le PER, effectivement, ça commence à être un succès. Autre aspect important sur un produit que les Français adorent, c'est l'assurance vie, avec quelque chose sur le fonds en euros. C'est-à-dire que le 100%, le tout fonds en euros, le sacro-saint fonds en euros. Alors, le sacro-saint fonds en euros, effectivement, c'est fini, c'est du passé. Il faut vraiment s'y résoudre, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à des taux qui sont extrêmement bas. On a des taux, je rappelle, l'OAT français aujourd'hui, c'est moins 0,39. Donc, moins 0,39 par an pendant 10 ans. Donner 100 euros à l'État, il va redonner un tout petit peu plus de 98 dans 10 ans. Et, bien évidemment, les fonds en euros reposent sur des obligations d'État et puis aussi des obligations corporate. Et donc, le fonds euro, c'est terminé. Moins de 1% de rentabilité, moins que l'inflation. Il faut aller vers autre chose. Et là encore, la loi Pacte a donné la faculté de pouvoir rendre éligible au contrat d'assurance vie des supports qui auparavant ne l'étaient pas. J'en veux pour preuve le private equity. BPI a offert aux particuliers un petit peu de sa cagnotte, puisqu'il y a 95 millions d'euros qui sont offerts aux épargnants, où on peut loger, je l'espère, à nous, aux assureurs d'être innovants, loger des instruments de private equity, donc par exemple le fonds de BPI en son sein. Et le fonds en euros finalement retrouvera la place qu'il n'aurait jamais dû quitter, qui serait la poche un peu sécurisée. C'est la poche sécurisée d'une assurance vie plus diversifiée. Exactement. Et donc le baisse des fonds en euros impose aux Français de leur épargne, de drainer leur épargne vers l'économie réelle. Et là, il faut vraiment les éduquer. Et là, les CGP sont les meilleurs alliés, j'allais dire, des épargnants, puisqu'il faut bien évidemment être relativement orthodoxe et puis affecter son épargne là où on a une visibilité. Si on a besoin de capitaux à un horizon de 5-6 ans, ça ne sert à rien d'être sur un fonds en euros. On est d'accord. Peut-être à 1 an ou 2 ans, oui, mais autrement, non.
Bon, on fait le bilan et c'est difficile de passer à côté de l'immobilier qui reste malgré tout un actif très cher au cœur des Français. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de ce marché il n'est pas uniquement immobilier très cher au cœur des Français, il est très cher tout court. Donc et quand on voit effectivement l'explosion de la valorisation des actifs immobiliers, alors il faut distinguer l'immobilier, le logement, du, j'allais dire, commerce et des bureaux. Sur le logement, il faut faire attention. Donc parce qu'on voit que le Haut Conseil à la stabilité financière, il y a 5 jours, le 17 décembre, assouplit les conditions d'octroi de crédit auprès des particuliers. C'est plus les fameux 33%, on peut aller à 35%. Donc puis on peut allonger la durée, on peut passer de 25 à 27 ans. Ok, super. Mais pour acheter quoi? Pour acheter un actif qui est très très cher et qui aujourd'hui donne une rentabilité qui est mauvaise. Où on achète pour sa résidence principale, c'est un premier problème, où on achète pour avoir du rendement. Le rendement d'un immobilier parisien donc est inférieur à 2%. Alors si on retire la fiscalité, parce que là il n'y a pas la flat tax sur. Ouais, mais l'immobilier parisien c'est un peu comme le fonds euro, quoi. C'est de la garantie. C'est de la garantie. Il faudrait quand même aussi se rappeler qu'entre 90 et 2000, on a eu une forte baisse du marché immobilier et que ça fait 20 ans qu'on est arrosé par des performances exceptionnelles. Attention sur l'IMO. Attention, une valorisation 3 fois supérieure de l'immobilier en 20 ans, alors que les loyers, eux, ils ont augmenté 5 fois moins. Donc rentabilité qui est mauvaise. L'immobilier de bureau, là encore on voit la crise sanitaire, le télétravail, naturellement il va avoir un impact. Ce que je peux conseiller, c'est d'être sélectif. Il faut vérifier où se situe le bien, il faut vérifier évidemment la qualité de l'immeuble et bien évidemment dans ce monde où on fait attention à son empreinte carbone, les immeubles qui ont un label haute qualité environnementale sont bien évidemment à privilégier. Et puis vérifier aussi la proximité pour aller être près aussi de son actif. Donc attention à l'immobilier tout de même. On termine, vous avez prononcé le mot, quoi, crise sanitaire. On ne peut pas s'empêcher dans un bilan patrimonial aujourd'hui de regarder quel impact ça a eu ou quel impact ça aura. Ça aura un impact. On a une baisse de PIB de 10% cette année. L'année prochaine, on espère que bien évidemment ça va augmenter. Je rappelle qu'il y a eu 11 400 milliards de dollars de création monétaire par les banques centrales qui se sont tous accordés pour essayer, j'allais dire, d'éviter que cette crise soit non seulement une crise sanitaire, mais une crise économique encore plus rude que ce qu'elle est. Ça veut dire que chaque heure, il y a 1,3 milliard de créés. Et bien évidemment, il va falloir payer cet endettement, il va falloir payer cette dette, et à nous d'aviser les épargnants pour leur expliquer aussi qu'il faut diversifier et il faut faire attention à cette création monétaire qui, à un moment donné, devra être payée par qui? Malheureusement, on sait ce qui crée la richesse. Vous voulez dire le moment où on passera du quoi qu'il en coûte à voilà la facture? Vous l'avez dit, mon cher Cédric. Benoît Lombard, Evitam MFO. Merci Benoît, bonne fête de fin d'année et on se retrouve l'année prochaine. En 2021. Benoît Lombard, Evitam MFO.